Je travaille dans une station du parc national des Cévennes. 60 caméras avaient été installées sur une superficie de 12 000 hectares. Or, loops, surf, tout était normal depuis des mois. Puis un homme est apparu. La même silhouette, la même veste, la même démarche, sans jamais regarder l'objectif. En soi, ce n'est pas alarmant. Sauf que cet homme apparaissait simultanément, à la même minute selon nos horodatage, sur des caméras situées à 18 km de distance. Aucun véhicule ne pouvait parcourir cette distance en si peu de temps. Et à pied, c'était tout simplement impossible. Comment était-ce donc possible? Je m'appelle Vince Aubert. Je suis garde forestier depuis 9 ans dans le secteur du Montégoal, au sein du parc national des Cévennes. Une région de moyenne montagne, des forêts de hêtres et de conifères, des gorges profondes. Une importante population de grands prédateurs qui ne cesse de croître depuis leur réintroduction progressive. Mon travail consiste à surveiller la faune sauvage à l'aide de pièges photographiques. Une technologie devenue indispensable pour documenter les déplacements des espèces protégées sans perturber leur comportement naturel. Le parc abrite 60 pièges, tout répartis dans le massif, chacun déclenché par un capteur de mouvement infrarouge, prenant automatiquement des photos et horodatant chaque cliché. La collecte des données s'effectue tous les mois. Je récupère les cartes mémoire de chaque appareil, je les analyse au poste de garde, puis je catalogue les observations afin de les transmettre au laboratoire d'écologie qui étudie les populations locales. C'est généralement cela, mon travail. Un travail méthodique, répétitif, généralement sans surprise. Des ours de passage, des loups marquant leur territoire, des cerfs paissant à l'aube. Tout était normal. Jusqu'en septembre, la première anomalie est apparue lors du relevé de septembre. Première photo Caméran 23, secteur du col de Trévézel. Parmi les images habituelles de la faune sauvage, il y avait une photo qui ne correspondait à rien de connu. Un homme, de face marchant sur le sentier observé à environ 8 mètres de l'appareil. En soi, ce n'est pas alarmant. Les randonneurs empruntent parfois des sentiers non balisés. Notre règlement nous impose de constater leur présence sans intervenir, sauf en cas de danger avéré. Mais quelque chose sur cette photo avait retenu mon attention. J'ai dû la regarder attentivement pendant quelques minutes pour comprendre ce que c'était. Je m'étais tellement rapproché de l'écran que je voyais désormais les pixels. J'ai fini par l'identifier. L'homme portait une veste sombre sans marque distinctive. Sa tête était légèrement penchée vers l'avant, comme s'il regardait ses pieds. Son visage n'était pas caché, mais l'angle et l'inclinaison rendaient l'identification difficile. Ce qui a attiré mon attention, c'était l'heure. Il était 14h37. Et la date, le 12 septembre. J'ai continué à passer en revue les autres caméras du secteur. La caméra N41, située à environ 6 km de la première, dans le secteur de la Forêt Noire. Le même homme s'y trouvait également. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai sursauté et j'ai bondi de ma chaise. La même veste sombre, la même inclinaison de la tête, la même démarche, apparemment ni précipitée ni hésitante, mais régulière. Horodatage, 14h37, le même jour. Pensant à une erreur de synchronisation des horloges internes des appareils, j'ai vérifié une 3e fois. Caméra NES 8, secteur de camp de l'Hospitalet, à environ 11 km du premier emplacement. Le même homme. 14h37. Vérification, j'ai apporté les 3 cartes mémoire au commissariat, refusant de croire ce que j'avais vu de mes propres yeux, car personne, qui que ce soit, n'y aurait cru. Peu importe à qui je l'aurais raconté, personne ne m'aurait cru. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'un tel événement? J'avais fait mon choix. Notre technicien informatique, Julien Marchetti, a vérifié la synchronisation des horloges internes de chaque appareil. Elles étaient toutes correctement calibrées, avec un écart de quelques secondes par rapport à la dernière maintenance effectuée il y a 6 semaines. Les 3 caméras indiquent toutes 14h37 le 12 septembre, a confirmé Marchetti.
Aucune anomalie de calibrage. Mais comment un homme peut-il apparaître simultanément à 3 endroits distants de plusieurs kilomètres les uns des autres? Il s'agit peut-être de 3 hommes différents dont les tenues se ressemblent par hasard. J'avais agrandi les 3 photos côte à côte sur l'écran. Ils semblaient avoir à peu près la même taille, entre 1,75 m et 1,80 m environ, la même largeur d'épaule. D'après ce que l'on pouvait distinguer sur ces images de qualité correcte mais pas exceptionnelle, le même modèle de chaussures. Et surtout, une même caractéristique sur les 3 photos. Le pli spécifique du tissu de la veste au niveau du coude gauche, identique sur les 3 images. 3 hommes différents n'auraient pas porté des vêtements identiques présentant les mêmes plis d'us à l'usure. C'était le même homme. Ou bien quelque chose qui avait produit une image identique à 3 endroits différents, distants de quelques kilomètres les uns des autres, à quelques minutes d'intervalle. Extension de l'enquête, j'ai demandé à Marchetti de vérifier l'ensemble des 60 caméras du parc pour ce même 12 septembre. Après 2 jours de traitement systématique des données, le résultat obtenu avait dépassé mes craintes initiales. Sur les 60 caméras du parc, Dixit avait capturé la présence de cet homme ce jour-là. Tout à 437. Mais comment était-ce possible? La distance maximale entre les 2 caméras les plus éloignées, 18 km. Aucun véhicule terrestre, aucun moyen de transport connu, ne permettrait à une personne d'être physiquement présente à la même minute à 17 endroits différents, distants les uns des autres de jusqu'à 18 km. Rien. J'ai appelé ma supérieure hiérarchique, Madame Delcas, la directrice adjointe du parc. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le traitement des données? M'a-t-elle demandé, sceptique mais professionnelle. Marchetti a tout vérifié 3 fois. Les horodatages sont fiables, les images sont originales, sans trace de montage. Que proposez-vous? Une surveillance renforcée. Nous verrons si le phénomène se reproduit. 2e épisode, 1 mois plus tard. Lors de mon bilan mensuel d'octobre, le phénomène s'était reproduit. Cette fois-ci, 23 des 60 caméras avaient capté la présence de l'homme, tout à la même heure précise, 09:14. J'avais commencé à cartographier systématiquement chacune de ces apparitions en notant les coordonnées GPS exactes de chaque caméra concernée. Une fois ces points reportés sur la carte topographique du parc, le résultat formait un motif que je n'avais pas identifié comme significatif au départ. Puis je m'en suis rendu compte. Toutes les caméras qui avaient filmé l'homme se trouvaient sur des sentiers ou des zones de passage relativement fréquentées, contrairement aux caméras isolées situées dans la zone strictement protégée, qui n'enregistraient rien. C'était comme si l'homme, ou ce qui produisait son image, choisissait délibérément les endroits où il pourrait le mieux observer la présence de passants potentiels, en plus des caméras automatiques. Ce n'était donc pas le fruit du hasard, c'était lui qui choisissait où il allait apparaître et où il allait rester invisible. Archiviste du parc, j'ai demandé à consulter les archives historiques du parc, celles d'un parc officiellement créé en 1960, mais dont la région montagneuse abrite depuis des siècles des forêts et des installations pastorales. Cette recherche m'a pris plusieurs semaines, entre mes tâches habituelles et les heures que j'ai consacrées à cette enquête personnelle. Un rapport daté de 1937, rédigé par un garde forestier du nom de Roland Faure, faisait état d'un événement similaire, bien que documenté de manière bien moins sophistiquée que le nôtre sur le plan technique. De nombreux témoins, parmi lesquels des randonneurs et des bergers locaux, ont signalé la présence d'un homme non identifié apparu simultanément à des endroits éloignés les uns des autres du massif, à peu près à la même heure ce même jour. Aucune explication n'a pu être trouvée. Le phénomène a été classé comme un ensemble de témoignages multiples non corroborés. Le dossier n'a plus jamais été rouvert. Il a été classé sans suite. 37 ans avant mes propres observations,
sans le soutien de la technologie photographique, mais avec la même caractéristique fondamentale. Une simultanéité impossible entre des points éloignés s'était produite. Une référence plus ancienne, datée de 1839, issue d'un registre paroissial local examiné dans les archives du département. Le berger Antoine Viala rapporte avoir vu au même moment le même homme. Décrite également par 2 autres témoins situés à plus de 15 kilomètres de là. Le prêtre prend note de l'événement sans l'expliquer, le considérant probablement comme un signe. Ce phénomène, quelle que soit sa nature, remontait bien avant la mise en place de nos équipements modernes, bien avant même, peut-être jusqu'à nos ancêtres, peut-être jusqu'au premier homme, qui peut le savoir. Troisième apparition, reconnaissance, la 3e apparition survenue en novembre, avait apporté un élément que je n'avais pas prévu. Sur l'une des photos prises par la caméra N34, dans le secteur du mur des Cévennes, l'homme était plus proche que sur les images précédentes, à seulement 3 mètres environ. Pour la première fois, la résolution de l'image permettait d'identifier plus précisément les traits de son visage. J'avais fait agrandir la photo par notre laboratoire technique en demandant une retouche numérique pour clarifier les détails. Le résultat m'a profondément bouleversé. L'homme sur la photo ressemblait de manière frappante à mon grand-père paternel, décédé en 1954, alors qu'il avait 8 ans. Je le connaissais principalement grâce aux photos de famille que ma mère avait conservées. Mais cette ressemblance était si évidente que je ne pouvais plus ignorer une réalité à laquelle je n'avais jamais prêté particulièrement attention jusqu'à ce moment précis. Le même menton carré, la même coiffure, les cheveux grisonnants aux tempes. La même façon de tenir les épaules, la même posture légèrement penchée vers l'avant. Mon grand-père avait servi comme garde forestier dans cette même forêt, des décennies avant mon embauche. Un fait que je savais, mais auquel je n'avais jamais prêté particulièrement attention jusqu'à cet instant précis. Comment se faisait-il alors qu'il commença soudain à apparaître sur les images, des années après sa mort? Quelqu'un avait-il jeté un sort ou quelque chose de ce genre? Des questions folles me traversaient l'esprit. Là, la confrontation avec ma mère avec toutes ces questions qui me trottaient dans la tête, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail, et je devais trouver des réponses à ces questions. La seule personne capable d'y répondre était ma mère, qui vivait à cette époque et qui est toujours en vie aujourd'hui. Elle seule pouvait répondre à mes questions précises. Elle seule pouvait dissiper ce flou qui m'habitait. Le soir même de cette découverte troublante, j'ai appelé ma mère, qui vit dans la maison familiale, près d'Alais. « Maman, as-tu des photos de grand-père Aubert, de l'époque où il travaillait comme garde forestier ?» lui ai-je demandé sans détour. « Oui, j'en ai quelque part. Mais pourquoi cette question soudaine? Pourquoi veux-tu voir les photos de ton grand-père tout à coup? Il s'est passé quelque chose. » Sachant que cela pourrait paraître absurde ou inquiétant sans preuve visuelle appropriée, je n'avais pas voulu expliquer le contexte dans son intégralité, car même si j'avais tenté d'expliquer la raison à ma mère à ce moment-là, elle ne m'aurait pas cru. Comme je ne pouvais pas non plus lui montrer les images, il ne me restait qu'une seule option, donner une réponse plausible en faisant le lien avec mon travail. C'est un projet sur l'histoire du parc. Je souhaite comparer les anciens uniformes et les anciennes méthodes de patrouille. Ai-je répondu. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé une série de photos numérisées. Mon grand-père, Henri Aubert, avait été photographié dans son uniforme de garde forestier dans les années 1960 et 1960, alors qu'il patrouillait dans ce même massif des Cévennes, avant même la création officielle du parc national. J'ai comparé méthodiquement chaque image avec celle prise par l'appareil photo Net34. La ressemblance était frappante, mais pas identique à 100%. Il y avait quelques différences générales, mais dans l'ensemble, c'était similaire. Sur les photos de famille,
Mon grand-père portait généralement un chapeau à large bord qui n'apparaissait pas sur l'image de l'appareil photo. La coupe de la veste était également légèrement différente. Je me suis dit que c'était peut-être une coïncidence physique. Je me suis dit que c'était peut-être le fruit de mon imagination qui cherchait un lien dans une ressemblance générale applicable à de nombreux hommes de cette génération, de cette région, ayant exercé ce même métier. Mais le doute s'était installé et je ne pouvais plus l'ignorer complètement. Je ne pouvais pas laisser ce dossier en suspens comme les précédents. Je ne pouvais pas le classer sans réponse comme les précédents. Je devais aller au fond de cette affaire, archives du personnel, à la recherche d'informations plus précises sur la carrière de mon grand-père. J'ai demandé à consulter les archives du personnel du parc. Henri Aubert avait exercé les fonctions de garde forestier dans ce secteur de 1958 à 1969, avant la création officielle du parc national, mais dans le cadre des services des eaux et forêts qui géraient déjà cette zone protégée. Son dossier personnel, conservé dans les archives du département, contenait plusieurs rapports d'incidents qu'il avait rédigés tout au long de sa carrière. Un rapport daté de 1961 a immédiatement attiré mon attention. J'ai fait aujourd'hui une observation troublante. Plusieurs bergères de la région ont signalé avoir aperçu un homme non identifié se déplaçant à une vitesse impossible entre différents points du massif. Bien sûr, je n'y ai pas cru au début, mais les signalements se sont multipliés au fil du temps, et il était impossible de ne pas y croire. La description physique correspondait à peu près aux témoignages de 1909 et 1957 que j'ai pu consulter dans les archives locales. Je commence à me demander si ce phénomène suit un cycle et si, un jour, ce cycle aura une incidence sur ma propre présence dans ce secteur. Le rapport s'arrêtait là. Mon grand-père connaissait ce phénomène. Des décennies avant moi, il l'avait documenté, tout comme moi. Et manifestement, il avait envisagé la possibilité qu'un jour, il puisse lui-même en faire partie intégrante. Quatrième manifestation, un mois après cette découverte troublante concernant mon grand-père, le phénomène s'était à nouveau manifesté, cette fois-ci avec une intensité que je n'avais jamais observée auparavant. 37 des 60 caméras avaient capturé la présence du même homme un jeudi de décembre à 16h52. Le nombre de caméras captant la présence de cette entité ne cessait d'augmenter. J'avais examiné chaque photo avec une attention particulière, en essayant de confirmer ou d'infirmer la ressemblance avec mon grand-père. Sur quelques images, la ressemblance était plus nette que jamais. Sur d'autres, elle semblait s'estomper, laissant place à des traits qui me semblaient familiers sans que je puisse les identifier ni les expliquer. J'avais partagé ces photos avec ma mère, sans lui expliquer tout le contexte. « C'est clairement ton grand-père », a-t-elle dit en montrant l'une des images. Mais ça, c'est bizarre. Ça me rappelle vaguement quelqu'un, mais je ne saurais dire exactement qui. Un membre de la famille, peut-être. Ton arrière-grand-père, peut-être. Je n'ai jamais connu Marcel. Il est mort avant ma naissance. Mais j'avais vu des photos de la mère de ta mère, autrefois. Marcel travaillait-il lui aussi dans ce secteur? Je crois qu'avant la Première Guerre mondiale, il était berger dans les Cévennes. Ton arrière-grand-père en parlait rarement. Un berger. Peut-être s'agit-il justement d'Antoine Viala, mentionné dans le registre paroissial de Ndeujichi 39, ou d'un contemporain ayant vécu une expérience similaire. Le phénomène semblait s'étendre au-delà des gardes forestiers pour englober tous ceux qui, au fil des générations, avaient exercé une forme de surveillance ou de garde sur ces terres. Rencontre directe, je n'avais jamais sérieusement envisagé de me lancer dans une rencontre directe avec ce phénomène, préférant garder une distance scientifique et professionnelle dans mes observations. Mais après cette quatrième apparition, quelque chose avait changé dans ma détermination. À partir des données GPS et des horodatages des apparitions précédentes,
j'avais calculé une tendance approximative suggérant que la prochaine apparition pourrait avoir lieu dans un intervalle prévisionnel de 4 à 6 semaines. Dans le secteur de la forêt noire, où de nombreuses apparitions s'étaient concentrées auparavant, le simple fait d'effectuer ce calcul m'avait pris plusieurs jours. Préférant l'observation directe à la photographie automatique, j'ai décidé de patrouiller personnellement et intensivement ce secteur pendant toute cette période prévisionnelle. Au cours de la 5e semaine de janvier, alors que je patrouillais sur le sentier principal de la forêt noire en fin d'après-midi, j'avais aperçu quelque chose parmi les arbres, à environ 50 mètres devant moi, une silhouette. Elle se tenait immobile dans la clairière vers laquelle je me dirigeais. Mon cœur s'était mis à battre plus fort. J'ai ralenti le pas, tout en observant attentivement et en gardant mes distances. L'homme, car c'était bel et bien un homme, ou du moins une forme humaine parfaitement définie, se tenait dos à moi, les yeux fixés sur une caméra que j'avais moi-même installée 3 ans auparavant. Avec prudence, je m'étais approché à une 20aine de mètres. « Monsieur », avais-je lancé, ma voix résonnant étrangement dans le silence de la forêt hivernale. L'homme n'avait pas réagi. Il restait immobile, comme figé dans une contemplation tournée vers l'objectif de la caméra. J'ai continué à avancer encore plus lentement. À 10 mètres, je pouvais distinguer sa silhouette plus nettement. Il portait une veste sombre, avait les cheveux grisonnants et les épaules légèrement voûtées vers l'avant. « Monsieur, vous m'entendez ?» Toujours aucune réaction. À 5 mètres, presque instinctivement, j'avais tendu la main comme pour lui toucher l'épaule afin d'attirer son attention. Ma main n'avait traversé l'espace où se trouvait la silhouette sans rencontrer la moindre résistance physique. L'image ou l'être, quel qu'il fût, s'était alors progressivement dissous, comme un brouillard dispersé par une légère brise, alors qu'il n'y avait pourtant aucun vent perceptible ce jour-là. En l'espace de quelques secondes, il ne restait plus rien devant moi. Il n'y avait que la clarté de l'hiver, l'appareil photo accroché à l'arbre et le silence de la forêt. J'avais immédiatement vérifié l'appareil photo. Il avait bel et bien pris une photo exactement à l'heure où j'avais fait mon observation. Elle montrait l'homme exactement comme je l'avais vu, le dos tourné vers l'objectif. Mais sur la photo, ma propre présence, qui se trouvait selon mes estimations à une 10aine de mètres, n'apparaissait pas. Il semblait plus proche. Pourquoi la caméra m'avait-elle représenté plus près de lui? Ou bien mes yeux m'avaient-ils trop? Comité consultatif scientifique ou 3 semaines plus tard, le professeur Mathieu Rocher, chercheur au CNRS, spécialisé dans la physique quantique appliquée à grande échelle, est venu examiner toutes mes données. Il a passé 4 jours à étudier les photos, les horodatages et les archives historiques que j'avais rassemblées, et la conclusion qu'il a tirée était différente. Quand je dis différente, c'est qu'il semblait définir notre explication d'un point de vue physique, et cela me paraissait différent. C'est pourquoi j'ai dit différente. Ce que vous décrivez, a-t-il dit avec la prudence caractéristique des scientifiques s'aventurant en terrain incertain, ressemble à un phénomène que nous théorisons parfois dans certains cadres de la physique quantique appliquée à grande échelle. Une forme de non-localité selon laquelle, si l'on accepte certaines interprétations plus exotiques de la mécanique quantique, la même entité pourrait exister simultanément en plusieurs points de l'espace sans enfreindre nécessairement les fondements des lois de la physique. Pensez-vous que cela soit possible? Au vu de vos observations minutieuses, je pense qu'il s'agit d'une possibilité théorique qui mérite d'être prise au sérieux, mais pour l'instant, je ne peux pas fournir d'explication définitive avec les outils dont je dispose. Un lien avec ma famille? Mon grand-père, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il réfléchit longuement avant de répondre. Peut-être que ce phénomène, quelle que soit sa nature, entretient une sorte de lien avec les personnes qui exercent une fonction de surveillance ou de gardiennage sur cette terre particulière. Une sorte de résonance liée non pas à la transmission génétique ou à la lignée familiale, mais uniquement à la fonction assumée.
Vous voulez dire que n'importe quel garde forestier de cette région pourrait vivre ce phénomène, quelles que soient ses origines. C'est possible. Mais le fait que les 3 générations de votre famille, qui ont toutes assumé la même fonction au même endroit, aient rapporté des observations similaires, pourrait indiquer l'existence d'un facteur supplémentaire que nous ne comprenons pas encore. Cinquième apparition, message 2 mois après la rencontre directe dans la forêt noire. Une 5e apparition s'est produite, se distinguant des précédentes par un détail très important. Sur l'une des photos prises par la caméra 551, l'homme avait, pour la première fois depuis le début du phénomène, légèrement tourné la tête vers l'objectif. Pas de face, certes, mais suffisamment pour révéler un profil plus net que sur toutes les images précédentes. Et dans sa main droite, qui n'avait jamais été montrée aussi clairement auparavant, il tenait un objet que j'ai mis plusieurs minutes à identifier après un agrandissement numérique. Une montre à chaîne. Un modèle ancien, du genre de celle qui était couramment utilisée au début du siècle. Ma grand-mère, avant de nous quitter il y a quelques années, possédait, selon la tradition familiale, une montre similaire, héritée de son propre père, qui remontait à mon arrière-arrière-arrière-grand-père, 4 générations avant moi. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui demander si cette montre était toujours dans la famille. Elle se trouve dans le tiroir du secrétaire du salon. Pourquoi cette question? Peux-tu vérifier s'il y a une inscription au dos, peut-être à l'arrière? Elle a vérifié et m'a rappelé 1 heure plus tard. Il y a des initiales gravées. G.A. Jean Aubert, je suppose. Si je me souviens bien de l'arbre généalogique établi par la mère de ta mère, c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-père, Jean Aubert. Un homme dont je ne sais pratiquement rien, qui a vécu 4 générations avant moi, et qui a peut-être travaillé comme garde ou berger dans ce même massif des Cévennes. Recherches genealogiques. J'ai mené des recherches généalogiques approfondies afin d'établir un lien plus précis entre ce phénomène et ma famille. Jean Aubert, né en 1863, occupe depuis 1835 le poste de garde forestier dans le secteur du Mont-Aigoual. Il avait pris sa retraite en 1921, après avoir exercé cette fonction jusqu'à sa mort. Il était donc en service lors de l'incident mentionné dans le registre paroissial de 1839, impliquant le berger Antoine Viala et 2 autres témoins. Peut-être Jean Aubert était-il lui-même l'un de ces témoins. Ou, selon une hypothèse plus troublante, était-il l'homme lui-même aperçu simultanément à divers endroits éloignés, sans jamais le savoir ni ne l'avoir consigné par écrit? J'avais cherché des documents personnels appartenant à Jean Aubert dans les archives familiales que ma mère conservait, et j'avais fini par trouver, dans un vieux coffre du grenier de la maison familiale, un carnet manuscrit datant de la fin de sa vie. Les dernières pages, rédigées quelques mois avant sa mort en 1921, contenaient une introduction qui m'a glacé le sang. Je sais désormais ce qui m'attend. Avant moi, mon père a vécu la même chose. Sans jamais m'expliquer clairement pourquoi, il m'a averti que ceux qui attendent ces terres commencent, au-delà de leur propre vie, à lui appartenir d'une manière différente. Je ne crains pas ce passage. Je l'accueille comme le prolongement naturel de mon devoir envers ce lieu que j'ai servi toute ma vie. C'est que j'ai maintenant compris 4 générations, peut-être davantage, si je remonte plus loin dans l'histoire familiale. Chaque garde forestier de ma lignée, au service de ces mêmes terres des Cévennes, semblait condamné, après sa mort, à devenir lui-même une forme d'existence pérenne. À perdurer grâce à sa capacité à se manifester simultanément dans l'ensemble du massif qu'il protégeait. Si j'en crois les mots de Jean Aubert, ce n'est pas une malédiction. Je continue. Au-delà de la normalité, c'est une autre façon de veiller sur ces terres. Cela fait 9 ans que je suis en poste dans ce parc. Mon grand-père en avait accompli 21. Si les archives ne se trompent pas, mon arrière-grand-père en avait accompli 36.
Je ne savais que cette continuité de génération en génération m'attendait un jour, après ma mort. Je ne savais pas si ce phénomène exigeait une durée de service particulière, ou un décès dans des conditions précises, ou s'il suffisait simplement d'appartenir à cette lignée familiale. Mais je sais désormais que je patrouillerai dans ce massif avec une conscience différente de celle que j'avais avant cette découverte, non pas avec crainte, mais avec un respect renouvelé pour cette terre et pour ceux qui l'ont protégée avant moi. Le dossier que j'ai laissé derrière moi pour mon éventuel successeur dans ce secteur. J'ai préparé un dossier complet résumant l'ensemble de ces observations, de ces photos, ainsi que des recherches généalogiques et historiques. Le dossier se termine par une note personnelle. Si vous avez repris ce secteur et que vous remarquez, dans vos pièges photographiques, la présence récurrente du même homme apparaissant simultanément à des endroits éloignés les uns des autres du massif. Ne considérez pas cela comme une simple anomalie technique. Documentez-le méthodiquement, chacun à sa manière, comme l'ont fait avant moi mon grand-père et mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Ce phénomène ne semble pas dangereux. Depuis plus d'un siècle qu'il est documenté, il n'a jamais menacé personne, ni fait de mal à qui que ce soit. Peut-être représente-t-il simplement une forme de continuité entre ceux qui ont consacré leur vie à ces terres. Si vous faites partie de ma famille, sachez que cette continuité pourrait un jour vous concerner directement. N'ayez peur de cette éventualité. Comme l'a fait mon arrière-arrière-grand-père, considérez cela comme le prolongement naturel de la mission que nous avons choisi d'accomplir. Vince Taubert, secteur du Montégoal, Parc national des Cévennes. Les caméras poursuivent leur surveillance habituelle. La faune sauvage, largement indifférente aux phénomènes que les humains tentent de comprendre, suit ses cycles naturels. Et quelque part, au cœur de ce massif préservé par ma famille depuis plus d'un siècle, peut-être que mon grand-père, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, et ceux qui les ont précédés poursuivent silencieusement leur veille éternelle dans cette forêt qu'ils aimaient tant, invisible face à une observation simultanée, mais pourtant présent à chaque recoin. Toutes les archives de la famille Aubert se terminaient sur la même idée. Certains gardes forestiers ne quittaient jamais tout à fait leur forêt. Ils continuaient à les surveiller, de manière invisible, en silence. Pendant longtemps, les chercheurs avaient cru qu'il ne s'agissait que d'histoires transmises de génération en génération. Puis, un contrôle administratif mené dans un autre parc national a remis en question cette conviction inébranlable. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une silhouette aperçue parmi les arbres. Il s'agissait d'un homme bien réel. Son visage figurait dans les registres officiels depuis plus de 2 siècles. À chaque époque, un nom différent, une identité différente, mais toujours le même regard. Lorsque Damien Rauque a décidé de retrouver cet homme, il a compris que certaines entités n'avaient pas besoin de perdurer après la mort. Elles avaient appris à perdurer au-delà du temps. Rendez-vous dans notre prochain récit.